Le poète Mistral d'Alphonse Daudet. Dimanche dernier, en me levant, j'ai cru me réveiller rue du Faubourg Montmartre. Il pleuvait, le ciel était gris, le moulin triste. J'ai eu peur de passer chez moi cette froide journée de pluie, et tout de suite l'envie m'est venue d'aller me réchauffer un brin auprès de Frédéric Mistral, ce grand poète qui vit à 3 lieues de mes pins, dans son petit village de My Line. Sitôt pensé, sitôt parti, une trique en bois de myrte, mon Montaigne, une couverture, et en route. Personne au champ. Notre belle Provence catholique laisse la terre se reposer le dimanche. Les chiens seuls au logis, les fermes closes. De loin en loin, une charrette de routier, avec sa bâche ruisselante. Une vieille encapuchonnée dans sa mante feuille morte. Des mules en tenue de gala. Housses de sparterie bleues et blanches. Pompons rouges, grelots d'argent, emportant au petit trot toute une carriole de gens de mât qui vont à la messe. Puis là-bas, à travers la brume, une barque sur la roubine et un pêcheur debout qui lance son épervier. Pas moyen de lire en route ce jour-là. La pluie tombait par torrents, et la tramontane vous la jetait à plein seau dans la figure. Je fis le chemin toute une haleine, et enfin, après 3 heures de marche, j'aperçus devant moi les petits bois de cyprès, au milieu desquels le pays de Maïlan s'abrite de peur du vent. Pas un chat dans les rues du village. Tout le monde était à la grand-messe. Quand je passais devant l'église, le serpent ronflait, et je vis les cierges reluire à travers les vitres de couleur. Le logis du poète est à l'extrémité du pays. C'est la dernière maison à main gauche, sur la route de Saint-Rémy. Une maisonnette à 1 étage, avec un jardin devant. J'entre doucement. Personne. La porte du salon est fermée. Mais j'entends derrière quelqu'un qui marche, et qui parle à haute voix. Ce pas et cette voix me sont bien connus. Je m'arrête un moment dans le petit couloir peint à la chaux, la main sur le bouton de la porte, très ému. Le cœur me bat. Il est là. Il travaille. Faut-il attendre que la strophe soit finie? Ma foi, tant pis, entrons. Ah, Parisiens! Lorsque le poète de Maïlan est venu chez vous montrer Paris à sa Mireille, et que vous l'avez vu dans vos salons, ce chactas en habit de ville, avec un col droit et un grand chapeau qui le gênait autant que sa gloire, vous avez cru que c'était là Mistral. Non, ce n'était pas lui. Il n'y a qu'un Mistral au monde. Celui que j'ai surpris dimanche dernier dans son village. Le chaperon de feutre sur l'oreille, sans gilet, en jaquette. Sa rouge taillole catalane autour des reins, l'œil allumé, le feu de l'inspiration aux pommettes, superbe, avec un bon sourire, élégant comme un pâtre grec, et marchant à grands pas, les mains dans ses poches, en faisant des vers. « Comment, c'est toi ?» cria Mistral en me sautant au cou. « La bonne idée que tu as eue de venir. Tout juste aujourd'hui, c'est la fête de Maïlan. Nous avons la musique d'Avignon, les taureaux, la procession, la farandole. Ce sera magnifique. La mère va rentrer de la messe. Nous déjeunons, et puis, zou, nous allons voir danser les jolies filles. » Pendant qu'il me parlait, je regardais avec émotion ce petit salon à tapisserie claire que je n'avais pas vu depuis si longtemps, et où j'ai passé déjà de si belles heures. Rien n'était changé. Toujours le canapé à carreaux jaunes, les 2 fauteuils de paille,
la Vénus sans bras et la Vénus d'Arles sur la cheminée, le portrait du poète par Hébert, sa photographie par Étienne Carjat, et dans un coin, près de la fenêtre, le bureau, un pauvre petit bureau de receveur d'enregistrement, tout chargé de vieux bouquins et de dictionnaires. Au milieu de ce bureau, j'aperçus un gros cahier ouvert. C'était Calendal, le nouveau poème de Frédéric Mistral, qui doit paraître à la fin de cette année, le jour de Noël. Ce poème, Mistral y travaille depuis 7 ans. Et voilà près de 6 mois qu'il en a écrit le dernier vers. Pourtant il n'ose s'en séparer encore. Vous comprenez, on a toujours une strophe à polir, une rime plus sonore à trouver. Mistral a beau écrire en provençal, il travaille ses vers comme si tout le monde devait les lire dans la langue, et lui tenir compte de ses efforts de bon ouvrier. Oh, le brave poète! Et que c'est bien Mistral dont Montaigne aurait pu dire « Souvienne-vous de celui à qui, comme on demandait à quoi faire, il se penoie si fort en un art qui ne pouvoit venir à la connoissance de guère de gens. »« J'en ai assez de peu, » répondit-il. « J'en ai assez d'un. J'en ai assez de pas un. » Je tenais le cahier de Calendal entre mes mains, et je le feuilletais, plein d'émotion. Tout à coup, une musique de fifres et de tambourins éclate dans la rue devant la fenêtre. Et voilà mon Mistral qui court à l'armoire, en tire des verres, des bouteilles, traîne la table au milieu du salon, et ouvre la porte aux musiciens en me disant « Ne ris pas, ils viennent me donner l'aubade. Je suis conseiller municipal. » La petite pièce se remplit de monde. On pose les tambourins sur les chaises, la vieille bannière dans un coin, et le vin cuit circule. Puis, quand on a vidé quelques bouteilles à la santé de Frédéric, qu'on a causé gravement de la fête. Si la farandole sera aussi belle que l'an dernier, si les taureaux se comporteront bien, les musiciens se retirent et vont donner l'aubade chez les autres conseillers. À ce moment, la mère de Mistral arrive. En un tour de main, la table est dressée. Un beau linge blanc et 2 couverts. Je connais les usages de la maison. Je sais que lorsque Mistral a du monde, sa mère ne se met pas à table. La pauvre vieille femme ne connaît que son provençal, et se sentirait mal à l'aise pour causer avec des Français. D'ailleurs, on a besoin d'elle à la cuisine. Dieu, le joli repas que j'ai fait ce matin-là. Un morceau de chevreau rôti, du fromage de montagne, de la confiture de moût, des figues, des raisins muscats, le tout arrosé de ce bon Châteauneuf-du-Pape, qui a une si belle couleur rose dans les verres. Au dessert, je vais chercher le cahier du poème, et je l'apporte sur la table, devant Mistral. « Nous avions dit que nous sortirions, » fait le poète en souriant. « Non, non, Calendal, Calendal !» Mistral se résigne, et de sa voix musicale et douce, en battant la mesure de ses vers avec la main, il entame le premier chant. D'une fille folle d'amour, à présent que j'ai dit la triste aventure, je chanterai, si Dieu veut, un enfant de Cassis, un pauvre petit pêcheur d'anchois. Au dehors, les cloches sonnaient les vêpres, les pétards éclataient sur la place. Les fifres passaient et repassaient dans les rues avec les tambourins. Les taureaux de Camargue qu'on menait courir mugissaient. Moi, les coudes sur la nappe, des larmes dans les yeux, j'écoutais l'histoire du petit pêcheur provençal.
Calendal n'était qu'un pêcheur. L'amour en fait un héros. Pour gagner le cœur de Samy, la belle Estérelle, il entreprend des choses miraculeuses. Et les 12 travaux d'Hercule ne sont rien à côté des siens. Une fois s'étant mis en tête d'être riche, il a inventé de formidables engins de pêche et ramène au port tout le poisson de la mer. Une autre fois, c'est un terrible bandit des gorges d'Olioul, le comte Sévéran, qu'il va relancer jusque dans son air, parmi ses coupes-jarrets et ses concubines. Quel rude gars que ce petit Calendal! Un jour, à la Sainte-Baume, il rencontre 2 parties de compagnons venus là pour vider leur querelle à grands coups de compas sur la tombe de maître Jacques. Un Provençal qui a fait la charpente du temple de Salomon, s'il vous plaît. Calendal se jette au milieu de la tuerie et apaise les compagnons en leur parlant. Des entreprises surhumaines. Il y avait là-haut dans les rochers de Lure une forêt de cèdres inaccessibles, où jamais bûcheron n'osa monter. Calendal y va, lui. Il s'y installe tout seul pendant 30 jours. Pendant 30 jours, on entend le bruit de sa hache qui sonne en s'enfonçant dans les troncs. La forêt crie. L'un après l'autre, les vieux arbres gênants tombent et roulent au fond des abîmes. Et quand Calendal redescend, il ne reste plus un cèdre sur la montagne. Enfin, en récompense de tant d'exploits, le pêcheur d'anchois obtient l'amour d'Estérelle, et il est nommé consul par les habitants de Cassis. Voilà l'histoire de Calendal. Mais qu'importe Calendal, ce qu'il y a là avant tout dans le poème, c'est la Provence de la mer, la Provence de la montagne, avec son histoire, ses mœurs, ses légendes, ses paysages. Tout un peuple naïf et libre, qui a trouvé son grand poète avant de mourir. Et maintenant, tracer des chemins de fer, planter des poteaux à télégraphe, chasser la langue provençale des écoles. La Provence vivra éternellement dans Mireille et dans Calendal. Assez de poésie, dit Mistral en fermant son cahier. Il faut aller voir la fête. Nous sortîmes. Tout le village était dans les rues. Un grand coup de bise avait balayé le ciel, et le ciel reluisait joyeusement sur les toits rouges, mouillés de pluie. Nous arrivâmes à temps pour voir rentrer la procession. Ce fut pendant 1 heure un interminable défilé de pénitents en cagoule, pénitents blancs, pénitents bleus, pénitents gris, confréries de filles voilées, bannières roses à fleurs d'or, grands seins de bois dédorés, portés à 4 épaules, cintes de faïence colorées comme des idoles, avec de gros bouquets à la main, chapes ostensoirs, dais de velours vert, crucifix encadrés de soie blanche. Tout cela ondulant au vent, dans la lumière des cierges et du soleil, au milieu des psaumes, des litanies, et des cloches qui sonnaient à toute volée. La procession finie, les saints remisés dans leur chapelle, nous allâmes voir les taureaux, puis les jeux sur l'air, les luttes d'hommes, les 3 sauts, les trangles-chats, le jeu de l'outre, et tout le joli train des fêtes de Provence. La nuit tombait quand nous rentrâmes à Maillan. Sur la place, devant le petit café où Mistral va faire le soir sa partie avec son ami Isidore, on avait allumé un grand feu de joie. La farandole s'organisait. Des lanternes de papier découpées s'allumaient partout dans l'ombre. La jeunesse prenait place. Et bientôt, sur un appel de tambourin, commença autour de la flamme une ronde folle, bruyante, qui devait durer toute la nuit. Après souper, trop las pour courir encore, nous montâmes dans la chambre de Mistral.
C'est une modeste chambre de paysan, avec 2 grands lits. Les murs n'ont pas de papier. Les solives du plafond se voient. Il y a 4 ans, lorsque l'Académie donna à l'auteur de Mireille le prix de 3000 francs, Madame Mistral eut une idée. Si nous faisions tapisser et plafonner ta chambre, dit-elle à son fils. Non, non, répondit Mistral. Ça, c'est l'argent des poètes. On n'y touche pas. Et la chambre est restée toute nue. Mais tant que l'argent des poètes a duré, ceux qui ont frappé chez Mistral ont toujours trouvé sa bourse ouverte. J'avais emporté le cahier de Calendal dans la chambre, et j'ai voulu m'en faire lire encore un passage avant de m'endormir. Mistral choisit l'épisode des faïences. Le voici en quelques mots. C'est dans un grand repas, je ne sais où. On apporte sur la table un magnifique service en faïence de moustier. Au fond de chaque assiette, dessiné en bleu dans l'émail, il y a un sujet provençal. Toute l'histoire du pays tient là-dedans. Aussi il faut voir avec quel amour sont décrites ces belles faïences. Une strophe pour chaque assiette. Autant de petits poèmes d'un travail naïf et savant, achevés comme un tableautin de Théocrite. Tandis que Mistral me disait ces vers dans cette belle langue provençale, plus qu'aux 3/4 latine, que les reines ont parlé autrefois et que maintenant nos pâtres seuls comprennent, j'admirais cet homme au-dedans de moi. Et songeant à l'état de ruine où il a trouvé sa langue maternelle, et ce qu'il en a fait, je me figurais un de ces vieux palais des princes des beaux, comme on en voit dans les Alpilles. Plus de toits, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassées, le blason des portes mangées de mousse, des poules picorant dans la cour d'honneur, des porcs vautrés sous les fines colonnettes des galeries, l'âne broutant dans la chapelle où l'herbe pousse, des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie, et enfin, parmi ces décombres, 2 ou 3 familles de paysans qui se sont bâtis des huttes dans les flancs du vieux palais. Puis voilà qu'un beau jour, le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanées. Vite, vite, il chasse le bétail hors de la cour d'honneur, et les fées lui venant en aide, à lui tout seul, il reconstruit le grand escalier, remet des boiseries aux murs, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône, et met sur pied le vaste palais d'autre temps, où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale. Ce fils de paysan, c'est Mistral.